Ainsi, les talibans ont pris Kaboul. Est-ce que cela était prévisible? Est-ce que le pays pouvait être pacifié? Si la question t'intéresse, alors suis-moi dans cette vidéo. Et comme on dit en russe, parce qu'on va parler d'eux aussi, Davai! L'intervention russe de 1979. Alors les Russes, qu'allaient-ils faire dans cette galère? Vous allez me dire, les Russes, c'est l'armée rouge. Surtout qu'en 79, nous sommes sous le régime de Léonid Brejnev, qui n'est pas un enfant de cœur, très loin de là. L'armée rouge est au maximum de sa puissance militaire. Mais elle va tomber sur un os, le Moudjahidine afghan. Alors évidemment, le pays reste toujours sur ses coutumes très ancrées. Depuis plusieurs décennies, les Afghans tentent d'installer un pouvoir religieux et très conservateur nationaliste en Afghanistan. Il va y avoir des luttes d'influence avec des mouvements marxistes. En 1978, un gouvernement prend le pouvoir qui est marxiste-communiste et très proche de Moscou. Mais ce gouvernement, durant une année, est relativement attaqué par la guérilla afghane, des Moudjahidines. Entre parenthèses, le Moudjahidine, c'est quoi? C'est le guerrier saint. C'est celui qui a accepté la mort en allant au combat. Il a reçu l'équivalent dans l'islam de l'extrême onction chez les catholiques. Donc c'est un guerrier sacré. Pour lui, il est déjà mort, il est déjà dans le paradis d'Allah. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979, ça devait être pour fêter Noël, forcément, 2 divisions de l'armée de l'air russe atterrissent sur l'aéroport de Kaboul. Ce sont des parachutistes et des commandos Spetsnaz. Ensuite, à partir de l'Ouzbékistan, qui a une frontière commune avec l'Afghanistan, des troupes motorisées et blindées rentrent dans le territoire. C'est l'opération, attention ne riez pas, l'opération Storm 333. Eh ben ouais. Alors évidemment, comme d'habitude, les Russes qui sont venus pour épauler officiellement le gouvernement marxiste de Kaboul va se épauler l'armée afghane régulière contre les Moudjahidines musulmans. Mais très vite, la situation se détériore. Certes, les Russes tiennent les principales villes, mais comme d'habitude, 80% du pays leur échappe. Alors, ils vont bientôt se muer d'armée d'invasion classique en armée de contre-insurrection. Détail très piquant, ils vont demander des conseils pour la lutte anti-guérilla et anti-insurrectionnelle à l'armée vietnamienne. Celle justement qui a résisté à l'armée américaine durant le conflit au Vietnam. Au début, les Russes sont 85 000, puis 120 000, puis 150 000. En 10 ans de guerre, 600 000 Russes vont se relayer en Afghanistan. Ce sera leur Vietnam. Ce sera le tombeau de l'armée rouge. L'armée rouge ne s'en remettra jamais. D'ailleurs, l'URSS ne se remettra jamais de cette expérience traumatisante en Afghanistan. Parce que de la contre-guérilla, il va y en avoir. Il y aura des combats un peu partout. 10 ans de guerre, jusqu'en 1989. Les Russes vont perdre officiellement 15 000 hommes. Néanmoins, l'ONU, les Américains et les autres puissances mondiales estiment le nombre à 50 000 hommes, en comptant les morts au combat, les disparus, les accidentés et les morts par maladie. Parce qu'il y a eu énormément d'épidémies, de typhus, de fièvre typhoïde, de méningite, à cause des difficiles conditions sanitaires. En 1986, Gorbatchev arrive au pouvoir. Il a très bien compris que l'URSS est terminée, qu'économiquement elle ne tient plus la route, que le régime communiste va se terminer, et donc il commence à désengager ses troupes en Afghanistan. Le retrait complet aura lieu en 1989. Une fois de plus, les Russes, leurs commandos et leurs parachutistes ont lancé de très nombreuses opérations dans la vallée du Panjshir, toujours cette fameuse vallée, en n'y trouvant que désolation et mort. Les Russes vont aussi mettre le paquet. Ils vont utiliser des mines, du napalm, du phosphore. Ils vont bombarder les populations civiles. Il y aura énormément d'atrocités, comme il y en eut également au Vietnam avec l'armée américaine. Autre détail piquant, les Américains, évidemment avec la fameuse CIA, vont aider au maximum les Moudjahidines musulmans à lutter contre les Russes. Le tournant de la guerre aura lieu justement vers les années 85-86, lorsque les Américains livrent les fameux missiles Stinger, c'est-à-dire ce sont des missiles portatifs anti-aériens. Ce qui fait que les Afghans réussissent à briser la supériorité aérienne des Russes.
que ce soit avec leurs bombardiers, leurs chasseurs ou leurs hélicoptères. 1989, les Russes quittent l'Afghanistan. Alors évidemment, les guerriers pashtuns, nationalistes, souverainistes, musulmans et conservateurs n'ont pas changé. Ceux d'aujourd'hui, ceux de la guerre de 2001 à 2021 et ceux d'aujourd'hui sont les mêmes, ils pensent de la même façon. Sauf que quand ils luttaient contre les Russes, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient asservir les femmes et maintenir un régime religieux et conservateur extrêmement dur, mais qu'aujourd'hui, pour les Occidentaux, cela paraît abominable. Donc à un moment, il faudrait savoir. J'ai horreur de ces contresens et de ces hypocrisies de la politique. Les gens ne sont pas bons à un moment et mauvais à l'autre. Les Afghans sont ce qu'ils sont. On les aime ou on ne les aime pas. C'est comme ça. Enfin donc, l'histoire continue. Le 11 septembre 2001, évidemment, l'attaque du World Trade Center. Ben Laden, qui est un richissime homme d'Arabie Saoudite, va subventionner les Moudjahidines en leur apportant de l'argent pour acheter des armes. Quasiment toutes les puissances occidentales, alors en lutte contre l'URSS, vont aider les mouvements Moudjahides. Ils vont les armer. Et ce seront ces mêmes réseaux, devenus réseaux terroristes, qui vont se retourner contre les États-Unis et contre le monde occidental et qui vont attaquer donc le World Trade Center. À partir de ce moment-là, les Américains décident d'envahir l'Afghanistan et de restaurer l'ordre et la démocratie à coups de bombes et de napalm, comme d'habitude. Néanmoins, est-ce vraiment la vraie raison? Alors, je ne vais pas être mesquin, mais sachez seulement que l'Afghanistan a une frontière avec la Chine. Certes, pas très grande, elle est de 76 km. L'Afghanistan, c'est un des plus riches gisements de lithium du monde. Les réserves de cuivre sont énormes. Il y a de l'or, il y a de l'argent. Il y a ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est ce qui sert à fabriquer des microprocesseurs et ce qui est indispensable pour les batteries des moteurs électriques. Nous savons que l'ère des énergies fossiles est quasiment terminée. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'électrique et du moteur électrique pour les voitures. Alors évidemment, lithium et terres rares deviennent extrêmement importantes pour conserver une maîtrise sur l'énergie. Jusqu'ici, c'est la Chine qui est le plus gros producteur de lithium et de terres rares. Mais si la Chine arrive à consolider des accords économiques avec l'Afghanistan et que toutes ces richesses minières qui sont estimées à 1000 milliards de dollars sont récupérées par les Chinois, alors les Américains ont bien du souci à se faire. Évidemment, durant la présence américaine de 20 ans en Afghanistan, ces opérations économiques n'ont pas pu se faire avec la Chine. Mais aujourd'hui, qu'en sera-t-il? Alors voilà, je laisse à ta sagacité ces renseignements que tu pourras retrouver sur le net ou dans des articles de journaux. Personnellement, je les ai trouvés sur le site de Boursorama. Alors voilà, à présent, que va-t-il se passer? J'en ai fini avec cette petite série de 2 épisodes sur l'Afghanistan. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te remercie de me suivre et je te dis à la prochaine fois pour une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale ou sur le Moyen-Âge, je ne sais pas encore. Porte-toi bien et comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.